En fait, je pense que ce qu'il faut clarifier, c'est que toutes les sociétés ont des défis à relever depuis la nuit des temps. Des défis d'ordre du bien-être, de l'économie, de la culture, du politique. Et que l'histoire a livré des modalités de réponse plurielles et diverses. Et ce que l'on appelle développement à l'occidental, c'est une réponse à un moment donné de l'histoire que des sociétés ont livré. Et avant de critiquer le concept, on peut en faire l'archéologie. On peut voir que c'est né en 1949 dans un discours de Truman. Et on peut voir quels étaient les présupposés idéologiques. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que lorsqu'on critique la notion, que les individus imaginent qu'on critique le désir de bien-être ou de progrès sociétal. C'est deux choses différentes. Toutes les sociétés veulent améliorer leurs conditions de vie et passer d'un état A à un état B qu'elles estiment préférable d'un point de vue qualitatif. Ce que l'on critique, c'est la forme que cette réponse a prise et cette forme qui est considérée comme étant la seule forme, qui ne prend pas en compte l'histoire des sociétés, leur culture, leur dynamique sociétale, leur géographie, leur historicité, leurs ressources culturelles. Et les Africains ne vont pas apporter des réponses sous la forme d'un prêt-à-porter sociétal, ça n'existe pas. Il faudra qu'ils se fondent bien évidemment sur les archives du monde, sur l'expérience du monde, mais sur leurs propres ressources. Et ils doivent inventer, articuler et produire leurs réponses. Et c'est ça c'est ça le vrai projet. Il n'y a pas de réponse en termes de prêt-à-porter qui fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné. Et les sociétés qui s'en sortent le mieux, on verra qu'ils ont mis en œuvre des ressources culturelles endogènes et qu'elles ont articulé des apports externes, elles ont articulé des mondes pluriels et complémentaires, mais elles se sont d'abord fondées sur des ressources qui leur étaient propres, même si on est dans un monde dit globalisé. En fait, il y a deux choses. La notion de la durabilité est une notion importante. L'idée de dire qu'on doit prendre en compte les contraintes écologiques et mettre en place des projets de société qui respectent l'environnement, qui ont moins d'impact sur le biotope, c'est une idée absolument fondamentale et c'est une idée fondamentale pour le continent africain. Puisque le continent africain est celui qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre, autour de 4%, et c'est celui qui fait face le plus aux effets de la perte de la biodiversité. Donc je pense que si on doit construire une industrialisation, elle doit être écologiquement responsable sur le continent. Elle doit être verte ou bleue et elle doit apprendre des leçons du passé. Donc pour moi c'est une idée importante. Mais ce que je critique, c'est le fait que cette idée soit formulée dans des formes précises et on demande aux États africains de mettre en œuvre une manière de répondre à cette exigence écologique qui a été formatée dans les agences de l'ONU ou du FMI ou de la Banque mondiale, en les dépossédant de l'initiative de la réflexion endogène et de la mise en œuvre. C'est deux choses différentes. Depuis les indépendances, les pays africains passent leur temps à appliquer des programmes qui ont été conçus ailleurs. Ajustement structurel, etc., etc. Objectif du millénaire pour le développement. On a fait le point, on s'est rendu compte que ça n'avait pas fondamentalement changé grand-chose. Et c'est toujours cette idée de la dépossession de l'initiative. C'est-à-dire qu'une idée peut être bonne, on la partage, mais elle a beau être bonne, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit mise en œuvre dans un contexte local, avec des contraintes locales qu'il faut prendre en compte. Et cette expertise-là, cette réflexion-là, elle doit être menée. Ça ne peut pas être un programme qui est le même, qui est valable en tout lieu. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, même les spécialistes, ils le savent. Réduire la pauvreté, lutter contre, c'est de la microéconomie. C'est de l'économie spécialisée dans divers contextes. Et c'est toujours cette idée. Et je ne pense pas qu'en fait l'idée de la durabilité soit une idée occidentale. Les sociétés africaines ont eu un vieux rapport avec l'écologie, un rapport équilibré, où on prélevait des ressources, mais on négociait avec la nature le type de ressources, on négociait des repos biologiques, on avait une relation intelligente, on n'avait pas segmenté nature et culture. Ce n'est pas une épistémologie africaine. C'est l'Occident du 15e, 16e siècle qui a instrumentalisé la nature et l'a transformée en ressources, dans une vision où l'homme devait devenir le maître et le possesseur de la nature. Les Amérindiens, en Amérique latine, les vieilles cosmologies africaines sont des cosmologies de l'harmonie, sont des cosmologies pragmatiques où on fait avec la nature et où on négocie avec elle, où on est un élément de la nature. Donc cette idée d'écologie première, on la trouve dans les vieilles cosmologies africaines. Et il y a énormément de réponses que les groupes sociaux apportent
aux problématiques de la biodiversité qui sont ancrées dans une vieille culture qui est là. Et donc il faut aussi aller chercher dans ces réponses-là et puis articuler. Déjà, pour répondre à la question du récit sur l'histoire, bien évidemment, quand vous sortez d'un temps qui est un temps de l'aliénation, le fait colonial, ben vous avez besoin de raconter une histoire sur les autres en disant qu'il leur manque ce que vous leur avez apporté. Pour justifier le fait colonial, il y a eu un récit, un narratif qui a été construit sur la mission civilisatrice. Bien évidemment, et ce narratif a dit que le continent n'avait pas d'histoire, que c'était une table rase, pour justifier le fait d'y apporter, entre guillemets, de la civilisation. Et pour justifier ce que beaucoup d'anthropologues appellent les épistémicides. On est venu, on a totalement détruit, en partie, des régimes de sens, des productions de signification, des savoirs, des savoir-faire, des visions du monde, et on les a remplacés par les visions du monde de celui qui est venu occuper. On a formé une élite et puis on l'a convaincu que ce qu'elle avait comme ressources intellectuelles, de savoir, ressources cognitives n'était pas valable, y compris les langues. On a interdit leur épanouissement, etc., etc. C'est absolument fondamental que du continent, qui est un travail sur les récits, sur l'histoire du continent, qui se fonde sur des archives beaucoup plus vastes que les archives écrites de l'administration coloniale. Bien évidemment, elle raconte une partie et puis elle la raconte dans une perspective qui lui donne le très bon rôle. Donc il y a énormément de travaux d'historiens avec l'idée de dire que les archives elles sont multiples. Il y a des archives écrites, mais il y a des archives orales, c'est absolument important. Des archives qui se trouvent dans les langues, il y a des archives immatérielles. Et la question de l'archive est fondamentale. Celui qui est dominant, il a des archives visibles. Si vous allez dans la plantation en Martinique, le maître, ben vous allez découvrir sa plantation, ses terrains, ses murs. Les esclaves qui étaient dans une rue Cazenègre avec des maisons en bois fragiles, ben ces traces-là disparaissent. Et pourtant, il y a de l'histoire. Donc toute la réflexion sur l'histoire, sur les traces sur lesquelles on la raconte, les traces matérielles et immatérielles, est absolument fondamentale pour restituer une histoire dans sa complexité. Il y a eu un mouvement en Inde, ce qu'on appelle les subaltern studies, pour dire que même l'histoire, elle pouvait être racontée d'en bas. Les sociétés, les individus étaient porteurs de leur mémoire et de leur propre récit. Donc ça, c'est absolument important de restituer tout ça pour avoir une histoire beaucoup plus riche et complexe, avec une pluralité d'archives. Actuellement, il y a un débat en Europe sur la restitution du patrimoine africain qui a été initié par cette décision du président français de rendre les artefacts et de mettre en place une mission qui nous a confiée à Bénédicte Savoie et à moi-même de produire un rapport, de faire un inventaire et de produire un cadre de la restitution. Et heureusement, ce débat a débordé la France, il est dans toute l'Europe et en Afrique. Et on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'on se soit assis sur une proportion aussi importante d'un patrimoine matériel du continent africain et qu'on les fait tranquillement et qu'on ait naturalisé ce patrimoine dans nos musées européens et qu'on ait mis des lois pour empêcher la restitution et qu'on ait construit un récit autour et qu'on ait trouvé ça normal.